quels sont les 4 enseignements de ce défilé du 9 mai dont on parle depuis tant et tant de jours, de ce discours de Vladimir Poutine à cette occasion dont on parle depuis tant et tant de jours. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. 4 enseignements et puis on écoutera ensuite Yevgeny Prigojine parce que je vous le disais, au moment même de ce défilé, quelques heures d'intervalle, il employait à l'égard de l'armée russe, mais de Vladimir Poutine lui-même aussi, même si c'est fait indirectement, des termes d'une virulence encore jamais entendue. 4 enseignements. Le premier, on s'attendait à un défilé en modèle réduit. Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé. Oui, d'abord, dans la durée, 10 minutes à peine. Dans l'arsenal, ensuite, ce qui était frappant, c'est qu'un seul char a défilé sur la place rouge. Et quel char, celui-ci ? Le T-34, un char de la Seconde Guerre mondiale, une pièce historique, aucun char moderne pour l'accompagner, comme c'est le cas d'habitude, pas de T-92, pas de T-14 Armata. Derrière lui, des véhicules de transport de troupes, des batteries antiaériennes S-400, des missiles Iskander, côté nucléaire, un seul missile balistique intercontinental, vous allez le voir, le Yars. En réalité, ce sont surtout les absences qui étaient notables, pas de chars d'assaut donc, pas de défilé aérien et donc pas d'avions de chasse, ni d'avions de l'Apocalypse, ni d'hélicoptères de combat. On est donc bien loin des standards habituels et même de la parade de l'année dernière, comme vous la voyez sur ces images. Côté troupes, on a compté environ 10 000 hommes, à peu près comme l'année dernière, à commencer par le premier d'entre eux, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, était bien là, on l'a vu, debout dans cette voiture décapotable. Il a lancé un grand « Hourra » repris en chœur par les troupes sur la place rouge. Finalement, ce défilé était un peu à l'image de l'état de l'armée russe en Ukraine. Peu d'armes, mais beaucoup d'hommes. Deuxième enseignement, le sentiment de fébrilité, pourrait-on dire, autour de Vladimir Poutine, s'est bel et bien fait sentir. Oui, et c'est peut-être ça le plus frappant. Il n'y a pas un plan, pas une image de Vladimir Poutine sans protection rapprochée. C'est simple, chaque homme que vous voyez en noir, avec une cravate et des lunettes de soleil, eh bien c'est un garde du corps. Protection maximale lorsque le président russe accueille les chefs militaires. Lorsqu'il observe le défilé militaire, on le voit ici en haut à gauche de l'écran. Lorsqu'il prononce son discours, lorsqu'il rend hommage aux soldats inconnus, on peut aussi parier qu'il portait un gilet pare-balles sous sa veste. Autre signe peut-être de nervosité, cette petite scène en fin de cérémonie, Vladimir Poutine s'avance sur la place rouge vers la tombe du soldat inconnu et soudain on entend de grands booms. Il s'agit de la fanfare, mais Vladimir Poutine ne le sait pas. On le voit effectivement se retourner, interroger ceux qui l'entourent. Le président kirghize le contourne pour se poster derrière lui, comme pour le protéger. Alors on peut s'interroger, a-t-il eu peur en entendant ce qu'il a pris pour des détonations? Ou alors attendait-il tout simplement un retardataire? En tout cas, on sent effectivement de la nervosité. C'est vrai que sa réaction dans la seconde, au moment où il entend ce qu'il pensait être sans doute une détonation, est assez frappante. Ensuite, on le voit chercher du regard. Effectivement, il est possible qu'il cherche quelqu'un. Troisième enseignement, mais justement, peu de chefs d'État autour de lui, mais quelques chefs d'État quand même. Oui, effectivement, alors qu'il était seul l'année dernière, cette année, 7 dirigeants internationaux ont fait le déplacement à Moscou. C'est simple, ce ne sont que des dirigeants de la CEI, la communauté des États indépendants. Le président du Kazakhstan, celui du Kirghizistan, celui du Tadjikistan, celui de l'Ouzbékistan, celui du Turkménistan. Il y avait également le Premier ministre arménien et bien sûr le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Certains observateurs y voient une explication. Être très entouré, c'était une manière pour Vladimir Poutine de se protéger. Ah oui, ça pourrait être un bouclier humain d'une certaine manière. C'est très impressionnant. Est-ce qu'on peut les revoir ? Ouais, elles sont parties, les images de ces médailles. Parce qu'alors là, la collection de breloques sur certains de ces chefs d'État est particulièrement impressionnante. Je ne sais pas si on va la revoir quand ils sont assis, mais les plans que vous nous avez montrés, Justine, sont particulièrement saisissantes. Ça doit peser lourd. Quatrième et dernier enseignement, et c'était peut-être le moment le plus attendu, le discours de Vladimir Poutine. Sans surprise, mais sans perspective.
Oui, Vladimir Poutine est resté dans son idée de guerre civilisationnelle et même existentielle menée contre la Russie. Alors menée par qui? Eh bien par l'Occident, avec comme bras armé l'Ukraine. Il fait même un parallèle entre la guerre des nazis et celle de l'Occident aujourd'hui. Écoutez-le. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают... Second propos à retenir, et c'est peut-être la première fois qu'il le dit aussi clairement, l'avenir de la Russie dépend de la victoire en Ukraine et il s'adresse directement aux soldats qui mènent cette guerre. Écoutez-le. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг. Сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас. En revanche, il n'a absolument pas précisé quels étaient désormais ses buts de guerre en Ukraine. L'avenir de la Russie dépend de vous qui combattez en Ukraine. Merci Justine. Alors à vous quatre, une seule question peut-être. Qu'est-ce que ça nous dit ce défilé à minima, ce discours à minima? Et on commence avec vous Vera, qui avait connu beaucoup de défilés, qui parlait parfaitement russe. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour chaque Russe, le défilé de 8 mai 2023 provoque des sentiments assez mixtes, je dirais, parce que d'un côté, bien sûr, pour chaque Russe, cette guerre a coûté très cher. Chaque Russe a un membre de famille qui a été mort, qui a participé dans cette guerre. Mon arrière-grand-mère, par exemple, elle est morte pendant le siège de Leningrad. 2 mois après le siège, ma grand-mère s'est réveillée avec une mère morte le matin. Donc, bien sûr que c'est touchant. On comprend que notre peuple a fait un sacrifice énorme pendant cette guerre. Après, avec tout ce qu'a fait Poutine pendant les dernières années, notamment en 2022 et en 2023, cette fête qui est vue comme sacrée en Russie, ça a commencé à diviser la population, ça a commencé à diviser la société. Ça veut dire que d'un côté, ça évoque effectivement les sentiments dont je viens de parler, plutôt même c'est les mémoires de ta famille personnelle, mais après, ça fait parallèle avec tout ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre d'agression. Et il y a des Russes qui se posent des questions. Bon, en 1941, c'était l'Allemagne qui a attaqué l'Union soviétique pour aussi, par contre, la guerre défensive. On se rappelle très bien que les soldats allemands qui étaient dans les tranchées près de Moscou écrivaient dans leurs lettres que nous sommes ici pour défendre l'Allemagne. C'est une menace existentielle qui Ils reprenaient déjà le discours qu'on entend aujourd'hui de la part de la Russie. Exactement. Ce sont nous, c'est nous les agressés. Exactement. Et en nous menant la guerre existentielle. Et ça, vraiment, ça évoque tout ce que disait Hitler pour convaincre la population allemande. Donc aujourd'hui, ça a devenu moins, en fait, qui réunissait le peuple russe, comme c'était avant. Pendant mon enfance, c'était bien sûr quelque chose qui réunissait tous les Russes. C'était presque, vous savez, un seul événement historique qui était capable à réunir les Russes. Parce que les autres étaient trop compliqués, comme la révolution, comme un perestroïka. Ça provoquait plus de débats. Ici, c'était un point en commun que c'est notre sacrifice, ça réunit nous tous. Mais avec tout ce qu'a fait Poutine, aujourd'hui, je vois que la société russe devient d'être même divisée sur cette question. À mon avis, c'est très tragique. Bon, et ce qui retient notre attention, c'est encore une fois ce discours à minima, ce défilé à minima. Pourquoi? Est-ce que c'est un miroir de ce qu'est l'armée russe aujourd'hui, François? C'est d'abord un miroir de ce qu'est la Russie en tant que telle dans le monde aujourd'hui. Et 7 chefs d'État qui viennent tous d'ex-républiques de l'Union soviétique, pas tous ravis d'être là, mais n'ayant pas trop le choix. Et en 2010, il n'y a pas si longtemps, il y a 13 ans, il y avait des Français de l'escadron Normandie-Niemen, il y avait des Américains, il y avait les Welsh Guards. Les Américains. Les Américains.
les Britanniques et les Welsh Guards, vous savez, ceux qui portent le truc en fourrure et qui gardent Buckingham Palace, les Polonais et un régiment ukrainien, qui avait défilé sur la place Rouge. En 2010, même après la première guerre russe extérieure, c'est-à-dire la guerre de Géorgie, il avait été possible de rassembler ces pays-là à Moscou. Et en 2013, non seulement la Russie, elle est toute seule avec quelques boucliers humains, je crois que c'est en 2023, vous voulez dire. En 2023, aujourd'hui, on a Poutine avec des boucliers humains d'Asie centrale, et avec, par ailleurs, une mémoire complètement éclatée, puisque l'Ukraine, hier, en déclarant que dorénavant, la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour l'Ukraine, c'était aussi le 8 mai, comme pour les autres Européens, et non pas le 9 mai. Et ça a de l'importance, parce que ça veut dire aussi que du point de vue des Ukrainiens, la Deuxième Guerre mondiale commence, comme pour nous, en 1939. Alors il faut bien voir qu'en 1939, les frontières extérieures de l'Ukraine n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Autrement dit, on reconstruit une Europe au plan mémoriel. Il y a l'Europe qui dit « on a eu la guerre et on fait l'Europe », et l'Ukraine appartient dorénavant à cette Europe-là. Et puis vous avez la Russie et le Biélorusse de service, Loukachenko, dictateur de Minsk, qui incarne une autre mémoire, celle qui ignore le pacte Hitler-Staline, celle qui ignore le fait qu'à partir de 1945, on a essayé de faire la paix à travers la construction européenne. Général Gomard, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce défilé? Et encore une fois, qu'est-ce que raconte cette manifestation à minima? C'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que ça représente ce qu'est l'armée russe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, tous les chars sont engagés au combat pour une partie d'entre eux détruits, les avions également. Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est pour nous dire, c'est pour cacher la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un défilé avec un seul char, le T-34, pour montrer qu'effectivement, c'est l'anniversaire de la libération de la guerre contre le nazisme. En fait, il y a un double langage. Vis-à-vis des Russes, on maintient un défilé. Vis-à-vis des Occidentaux qui regardent ça à la loupe et de très très près, on montre quand même des hommes. Et ce qu'a dit votre journaliste est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la masse humaine compte énormément dans l'armée russe, beaucoup plus que le matériel. Il y a pour moi, il y a un double discours. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu montrer la réalité de l'armée russe. Au contraire, on montre la réalité de l'armée russe à travers le fait qu'un certain nombre de matériels ne sont pas montés parce qu'ils ont été détruits ou sont engagés au front. Vous voyez, je pense que c'est difficile parce qu'avec les Russes, c'est toujours de la désinformation et quand même règne en maître. C'est-à-dire que désinformer l'adversaire est est un des atouts russes. Donc voilà, c'est là où je suis très, très prudent dans ce que cela peut montrer ou au contraire ce que cela ne montre pas. Et dans le discours de Vladimir Poutine, Jean-Dominique, pas de perspective encore une fois. Notre avenir dépend de cette guerre. Mais il ne dit pas ce que serait la victoire. Il ne le dit plus. Il ne se risque plus à le dire. C'est signe de fébrilité peut-être. Qu'est-ce que vous retenez-vous de ce discours? Oui, c'est ce à quoi on a assisté. On sait à quoi on n'a pas assisté. On n'a pas assisté à un défilé de la victoire, même de la victoire prochaine. On a plutôt assisté à un défilé de quelqu'un qui dit « Écoutez les gars, il faut vraiment que vous vous battiez parce qu'on est en danger. Parce que si vous ne gagnez pas, c'est la Russie qui est en danger. » Donc on voit bien un pays qui s'est mis sur la défensive cette fois-ci. Après 15 mois d'invasion et 8 ans de guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, il y a les absents. Les absents, c'est le fameux défilé du régiment immortel, c'est-à-dire les civils qui portent les photos de leur grand-mère ou arrière-grand-mère, par exemple, décédée pendant la guerre. Il faut bien comprendre, Vera l'a très bien dit, la victoire de 1945 pour les Russes, c'est la seule chose du XXe siècle dont ils pouvaient être, et sans doute encore aujourd'hui, et peut-être demain, ils pouvaient être fiers ensemble. C'est la seule chose, parce que tout le reste, le communisme a été un drame épouvantable, la sortie du communisme s'est mal passée, et puis ce qu'on voit maintenant, il y a quand même vraiment pas de quoi être fier, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la société russe. Donc ils sont fiers, et d'une certaine manière,
à juste titre, de cette victoire de 45. Donc, et c'est pour ça qu'on voit cet unique char qui, quand même, honnêtement, ça a un côté, comment dire, baroque, presque drôle, d'arriver, de faire un défilé pour célébrer la guerre avec un char. En plus, la petite histoire, d'après ce que je crois comprendre, c'est des Tchèques qui ont raconté ça, ce char n'aurait même pas été fabriqué en Russie, il aurait été fabriqué, il aurait été fabriqué en Tchécoslovaquie. Il y a des geeks, des gens absolument passionnés de matériel militaire qu'on fait. Il aurait été fabriqué en Tchécoslovaquie parce que l'industrie tchécoslovaque a toujours été de bien meilleure qualité que l'industrie russe. Les Skoda, les voitures sont de meilleure qualité que ce qui se faisait en Russie. Et il avait été vendu au Laos et récupéré par l'armée russe. Attends, c'est ce que je ne garantis pas à 120% la véracité, mais c'est ce que des amateurs d'armement disent aujourd'hui. Donc on voit bien que tout ça, ça a un côté complètement décalé. Et sur les perspectives de guerre, d'issue de la guerre, son discours n'a aucun intérêt. Enfin, on continue, quoi. Oui. On continue et on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on sentait une forme de menace? Rappelons qu'on est une semaine tout juste après ces fameuses explosions au-dessus du Kremlin. Oui, juste un mot sur le fameux T-34. Alors effectivement, les Russes avaient acheté il y a quelques années tout un lot de T-34 au Laos, notamment pour servir dans les films sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Je pense que c'en est un. Mais ce modèle, je ne dis pas cet exemplaire en particulier, mais ce modèle-là, le T-34-85 en l'occurrence, a été conçu et développé et produit à Kharkiv, dans les usines en Ukraine. Ah, c'est presque encore plus savoureux. C'est encore plus drôle. C'est quand même... Bon, la menace, une forme de fébrilité. Fébrilité, oui, absolument. Oui, bien sûr. On voit bien. La réaction immédiate de Vladimir Poutine quand on entend un bruit un peu sourd qui pourrait ressembler effectivement à un coup de canon, effectivement, il réagit immédiatement. Oui, c'est assez intéressant de voir ça. Et de même, sa protection rapprochée est bien plus voyante que par le passé.